Yo, je viens de finir de monter ma vidéo et je pense qu'elle est super intéressante parce qu'il y a un contenu que vous trouverez nulle part ailleurs en tant que sportif de lancer avec des douleurs à l'épaule. Par contre, bah il y a plein de défauts. Donc je répète beaucoup d'éléments de langage. Je suis pas à l'aise devant la caméra. Déjà que j'étais pas à l'aise à la base devant la caméra, mais là avec ce contenu très dense, j'ai eu du mal à, à tout restituer. Ensuite, je trouve que mon micro est pas ouf. Il y a un petit bruit blanc de fond et ça m'a agacé. Et, euh, et enfin, j'ai pas super bien construit la vidéo, et du coup, ça peut être super dense et super lourd pour vous. Donc, je l'ai indexé à fond, donc j'ai mis les différents chapitres pour que vous puissiez trouver facilement ce qui vous intéresse. Donc, allez fouiller au début, hein, ne vous infligez pas ça tout de suite si c'est trop long pour vous, si vous sentez que vous allez lâcher, parce qu'en fait, c'est important pour moi que vous puissiez avoir accès à l'information. Donc, allez fouiller, et ensuite, vous voyez si vous arrivez à tenir ou pas sur la vidéo. Voilà. Et surtout, ne lâchez jamais par rapport à vos douleurs. Essayez toujours de les améliorer pour qu'elles partent ou qu'elles disparaissent au fur et à mesure. Voilà, je vous laisse avec ma vidéo en espérant que ça vous apporte quelque chose. Ciao. Clap. Nique ta mère. Avec le bouquin, c'est mieux. Salut à tous. Aujourd'hui, on vient dans une vidéo où je vais parler d'un livre, mais je vais aussi parler de l'épaule et comment la traiter. Du coup, dans une première partie, ce sera plus une présentation du livre, de ses parties, une légère critique, une présentation des chiffres par rapport à l'épaule, avant d'expliquer pourquoi c'est important pour moi et du coup comment je peux vous aider à soigner votre épaule si c'est le cas. Donc ce livre, c'est Sport Therapy for the Shoulder de Todd Ellenbecker et Kevin Wilk. Du coup, comme vous l'avez vu, ce livre, j'ai eu la chance de le trouver dans la rue. On a frio du haut en bas, car on a ni chaussettes ni bas. On transpire pas dans de la flanelle à la chapelle. On a beau se payer des souliers, on a tout de même frisqué aux pieds, car les souliers n'ont pas de semelle à la chapelle. Donc, pour présenter le livre, il y a 4 parties. La première, elle est anatomique. Donc, ça parle des muscles, des tendons, des os. Déjà, j'ai trouvé cette partie assez pauvre, je m'en souviens. J'avais trouvé des dessins beaucoup plus figuratifs, représentatifs de ce que c'est une épaule pour bien comprendre quels sont les muscles, à quoi ils servent. Et là, du coup, on voit assez mal au final. Donc, déjà, je trouve que c'est un mauvais point de ne pas avoir mis des dessins qui parlent vraiment, des beaux schémas. Par contre, dans cette première partie, il y a les dessins sur l'anatomie de l'épaule, mais ensuite, il y a tout un séquençage, une description complète du geste de lancer. Parce que du coup, ce qu'il faut savoir à propos de ce livre sur Sport Therapy for the Shoulder, c'est qu'on se concentre sur les sports de lancer. Donc les sports de lancer, ça va être le tennis, le baseball et le volley. Malheureusement, il n'y a pas le handball, vu que c'est américain et que du coup, aux États-Unis, le handball est complètement sous-développé. Et du coup, dans l'optique de soigner les sportifs de lancer, les auteurs ont complètement décrit de A à Z le geste du lancer avec un séquençage, avec une description des différentes phases, avec un nom pour chacune de ces phases. Et franchement, c'est intéressant. Je trouve ça toujours assez bluffant quand des gens vont dans l'infiniment petit, dans l'infiniment précis pour décrire la vie. Dans la deuxième partie, les auteurs nous enseignent plutôt à comment faire un examen clinique, un diagnostic pour déceler les 3 types de blessures. Donc la blessure de la coiffe des rotateurs, l'instabilité de l'épaule et la déchirure du bourrelet de l'épaule. Et c'est donc dans cette partie qu'on va trouver tous les tests pour faire le diagnostic. Et c'est là où j'ai mis une première réserve sur ce livre, malgré toutes les choses qu'il m'a apportées. Mais j'ai mis une première réserve, c'est par rapport au test. Et en fait, les auteurs ont eu un peu le syndrome de « je te donne tout ». Et en fait, on a l'impression qu'ils n'ont pas d'arborescence intellectuelle par rapport à comment je fais une évaluation diagnostique pour déceler un problème chez un patient. Je m'explique. Donc, j'imagine que vous connaissez tous Major Mouvement. Donc, c'est un kiné qui a percé sur Instagram, puis après qui est allé sur YouTube. Et du coup, il fait plein de vidéos. Il est très productif. Et en fait, je trouve qu'il a toujours une arborescence qui est assez nette sur comment il pense pour trouver ce qui fait souffrir son patient.
Et donc au début, il enlève les red flags, après il fait des tests, et après il teste ses hypothèses, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup, je trouve que quand on le voit agir, ça paraît super facile parce que c'est un petit chemin où on voit que fait ah bah non, je dois pas aller par là, je dois aller là parce que j'ai testé ça, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, dans ce livre, à aucun moment on nous aide à comprendre le chemin, à avoir une arborescence intellectuelle, à avoir une démarche réfléchie sur le diagnostic des douleurs de l'épaule. Il n'y a même pas de schéma, il n'y a rien, on est paumé, ça nous envoie des caisses de textes, de tests. Donc il y a bien sûr les vidéos, que je n'ai pas pu voir vu que je l'ai trouvé dans la rue. Donc, en même temps, ça m'a pas trop manqué, hein, parce que, je sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était sur le livre sur la vitesse, où il y avait les banques des exercices sur la superbe banque de données de Human Kinetics. Du coup, je suis plutôt allé voir sur YouTube à chaque fois pour voir à quoi correspondait quel test, et je suis tombé sur la chaîne de kiné hollandais Physio Tutors, qui est vraiment superbe, qui explique très bien. Je vous la recommande chaudement. Je vous la recommande tout court d'ailleurs. Bref, la partie sur les tests est médiocre, et en plus, elle ne propose pas d'arborescence de la pensée. Je sais, j'ai beaucoup dit ce terme, mais je ne trouve pas mieux. La troisième partie concerne la rééducation de l'épaule et les réparations chirurgicales. Donc autant les réparations chirurgicales, j'en suis loin, donc ça ne m'a pas trop intéressé. Par contre, la partie sur les exercices est vraiment cool, pour le coup, par rapport au test. Ça explique bien, c'est bien compartimenté sur qu'est-ce qu'il faut faire pour A, B et C, donc j'y viendrai plus tard. Et ça, vraiment chouette. Enfin, la quatrième partie concerne la programmation pour revenir à une pratique sportive, et là, c'est nul. Comme d'hab, en fait, dès qu'il y a cette partie sur la programmation, je ne sais pas si les auteurs ont une deadline de ouf derrière eux, s'ils sont stressés, mais là, ils se sont même pas emmerdés à mettre le nombre de séries, le nombre de répétitions, quoi. C'est juste des petites photos pour qu'on ait un aperçu du programme, et c'est pas bon, quoi. Enfin, on n'en sait pas plus à la fin de la lecture de cette partie qu'avant, et c'est dommage. Et du coup, à la fin de cette vidéo, je vais vous faire une programmation. Donc ça se trouve, en fait, je critique, mais je serais pas foutu de faire mieux. Ça se trouve, je ferais pire. Mais on verra. Avant d'aller dans le personnel, parce que je vais vous parler de pourquoi ce livre m'a beaucoup touché et comment je veux aider les gens qui ont des douleurs d'épaule dans leur pratique sportive de lancer, on va voir quelques chiffres. Il faut savoir qu'au baseball, 28% du total de blessures provient de l'épaule. Au tennis, chez les gosses de 12-14 ans, c'est donc 25% pour les 12-14 ans et 11% des blessures totales chez les gosses de 16 ans, toujours au tennis. Et enfin, en handball, j'ai trouvé un rapport de la LNH de 2012 qui disait que 11% des blessures sont dues à l'épaule. Donc en handball, il y a des gros traumatismes aux genoux et aux chevilles qui surplantent largement l'épaule, mais c'est le premier traumatisme sur les membres supérieurs. Et on rentre dans le personnel, donc là je vais pouvoir parler un peu plus librement. En fait, je trouve qu'il y a une différence de traitement entre les blessures aux genoux et aux chevilles et aux blessures à l'épaule au handball. En fait, quand je constate une blessure, que ce soit chez les adversaires ou souvent mes joueurs, parce que je passe plus de temps avec eux, pardon, je ne l'ai pas précisé, je suis coach bénévole de handball en départemental dans un club parisien. Et du coup, ça fait 9 ans que je coach ces seniors masculins. Du coup, je disais par rapport aux blessures, entre le genou et la cheville d'un côté et l'épaule. Donc le genou, en fait, ça va être brutal. On va avoir un ligament croisé, on va avoir une rupture du tendon d'Achille, on va avoir une entorse à la cheville, bref. C'est des moments brutaux, violents, où en fait le joueur est obligé de réaliser et de dire bon bah là, il faut que je change quelque chose, il faut que j'aille voir un médecin, il faut que j'aille voir un kiné. À l'inverse, les douleurs à l'épaule sont plus pernicieuses, c'est comme la pubalgie en fait. Ça va arriver à l'entraînement, ils vont avoir mal, ils font ah putain j'ai mal, ils forcent dessus, ils retournent chez eux, ils oublient, ils retournent à leur vie normale avec leur amoureux, leur amoureuse, leurs enfants, leur job, leurs obligations. Ils reviennent le week-end pour le match, ou ils reviennent au deuxième entraînement de la semaine, et bis repetita. Et du coup, ils se disent, bon, Alex, on se revoit dans 2-3 semaines, je me repose et ça ira mieux. Parce qu'en fait, la douleur, elle est assez basse, mais juste, elle est toujours là.
Sauf qu'en fait, le piège de cela, parce qu'en fait, souvent, c'est des tendinopathies, que ce soit la pubalgie ou l'épaule, c'est que ça ne part pas avec le repos. Ça part, comme je l'ai appris dans ce livre, soit avec du renforcement musculaire, soit avec un gain de souplesse pour récupérer une amplitude perdue. Et c'est là en fait où c'est super compliqué parce que du coup, même si le joueur se motive à aller voir des praticiens, bah, il y a beaucoup de praticiens qui ne sont pas compétents en fait. C'est dur ce que je dis, mais c'est vrai, c'est que souvent les joueurs vont voir le médecin va leur dire bah ouais, bah faites de la natation ou du yoga. Bah non mec, en fait, et c'est chiant parce que du coup, il y a une méconnaissance totale de ces pathologies, de comment les guérir. C'est pas assez étendu. Et du coup, ces joueurs se retrouvent à aller dans une errance thérapeutique, comme c'est souvent décrit dans pas mal de podcasts que j'ai écoutés sur la médecine. Et du coup, ils peuvent arrêter. Genre, moi, j'ai plusieurs autres exemples en tête. Donc, pareil, je m'en souviens, Christophe, avec qui je suis encore en contact, il a arrêté parce qu'il avait mal à l'épaule quand il tirait. Ensuite, il y a un autre joueur qui s'est fait plusieurs fois les ligaments croisés, il a arrêté. J'ai un autre joueur, il avait mal au tendon d'Achille, il a arrêté. Et en fait, c'est des joueurs que je suis sûr que j'aurais pu garder dans le club, du coup, bah, avec le bénéfice de santé, avec le bénéfice de santé sociale, le bénéfice de santé mentale, qui a à être dans une association, qui a à être parmi les gens que tu aimes. Et bah, j'aurais pu les garder si j'avais eu les connaissances et si j'avais pu les aider par rapport à ça. Ou même si, en fait, quand ils allaient voir un kiné ou un médecin, immédiatement ils trouvaient la solution. Et pas qu'ils devaient sauter de médecin en médecin jusqu'à trouver quelqu'un qui lui apporte la bonne solution. Et du coup, il y a quelques années, en fait, j'avais déjà noté ce problème et j'avais écrit un article assez complet où je mettais des exercices pour se renforcer l'épaule, mais sauf qu'en fait, j'avais rien compris. Enfin, je l'ai compris à la lecture là de ce livre que j'ai dit de la merde. Mon article, il était médiocre. Et pourtant, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est le meilleur article de mon site. Aujourd'hui, sur Google, quand on tape douleur épaule handball, bah, on tombe sur mon article. Et pourtant, en fait, je n'avais rien compris à l'époque, il n'est pas précis. Et du coup, c'est pourquoi maintenant, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que j'ai compris grâce à la lecture de ce livre, et du coup, comment vous pouvez soigner vos douleurs à l'épaule si vous êtes un sportif de lancer. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça? En fait, le but dans la rééducation de l'épaule, et dans la rééducation en général, c'est récupérer l'amplitude si on n'a pas assez d'amplitude. Donc ça passe par un test pour savoir si on a assez d'amplitude. Et 2, ça passe par un travail de souplesse pour récupérer cette amplitude perdue. 2, ça passe par du renforcement musculaire, par des exercices en fait, qu'on va faire de manière régulière, qui vont en fait vous conscientiser les muscles endormis. En fait, je m'explique. C'est-à-dire que dans certains sports, on va surutiliser des muscles et ne pas utiliser d'autres muscles, et c'est ce qui va provoquer des douleurs. De la même manière, la vie sédentaire nous met dans des positions particulières, et certains muscles vont être endormis, et on ne va pas apprendre à les utiliser, ce qui va provoquer des douleurs. Secondo, si par miracle on est conscient de ces muscles, il peut arriver qu'en fait, ils ne soient pas assez gros pour faire le job. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on doit faire du renforcement musculaire ou de la musculation, appelez-le comme vous voulez, pour faire une hypertrophie des 10 muscles, des 10 TS, pour les faire grossir afin qu'ils puissent faire leur job. Et enfin, ça, encore une fois, je cite Major Mouvement, le troisième point dans cette rééducation, enfin quatrième, pardon, c'est de refaire le mouvement pour faire comprendre au cerveau que le mouvement n'est pas douloureux. C'est bon, on s'est musclé, c'est bon, il n'y a plus besoin d'être crispé et le corps n'a plus besoin d'être crispé, d'être bloqué par le cerveau. Tout va bien. Donc, votre première chose, si vous voulez améliorer la santé de votre épaule, ça va être de mesurer l'amplitude de l'épaule. Pour cela, en fait, vous allez calculer la rotation externe et la rotation interne. Donc, vous pouvez utiliser un goniomètre ou une application mobile. Donc, moi, j'ai utilisé une application mobile qui s'appelle Inclinomètre et je vais vous raconter comment j'ai fait. Du coup, un soir, j'ai invité à dîner 2 de mes joueurs qui avaient des douleurs à l'épaule. On a profité pour faire les mesures au bras, à l'épaule, pardon. Et du coup, je me suis aperçu avec stupeur qu'ils étaient en plein dans le stéréotype du sportif de lancer décrit dans le livre. C'est-à-dire que le sportif de lancer, à force de lancer, il développe cette rotation externe, c'est-à-dire la rotation externe, là j'ai le bras ici à 90 degrés, le coude à 90 degrés, et quand je vais dans cette direction, je peux aller beaucoup plus loin que sur l'autre bras. Et à l'inverse, à force de lancer, je gagne en rotation externe, mais je perds en rotation interne,
Et du coup, mes deux joueurs, ils étaient en plein dans ce stéréotype, avec une rotation externe démesurée et une rotation interne complètement flétrie. Et du coup, là où ça devient intéressant, donc cette remarque, on ne le fait pas par rapport aux autres, on le fait par rapport à soi. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, tous les deux, ils avaient une rotation externe plus importante sur leur bras tireur que sur leur bras non tireur. Ils avaient une rotation interne beaucoup moins importante sur leur bras tireur que sur leur bras non tireur. Et ça, c'est que le début. Une fois qu'on a la rotation externe et la rotation interne, on les additionne. Et ensuite, ce total d'amplitude, on le compare entre le bras tireur et le bras non tireur. Donc, par exemple, Aurélien a 165 degrés de rotation totale, donc d'amplitude totale de l'épaule à droite, mais il a 175 degrés d'amplitude totale à gauche. Et là, en fait, Aurélien, il va vouloir faire un travail de souplesse avec des exercices que je vais exposer après, pour récupérer cette amplitude totale, pour diminuer ses chances d'avoir mal, et diminuer la douleur, et avoir une épaule en meilleure santé. Du coup, ce qui est dit dans le livre, c'est qu'en fait, selon certains auteurs, s'il y a une différence de 10 degrés entre les deux épaules, il faut faire du travail de souplesse. Même selon certains auteurs, s'il y a une différence de 5 degrés, il faut faire un travail de souplesse. Du coup, pour récupérer cette amplitude perdue, vous allez avoir recours au slipper stretch. Donc, pour le slipper stretch, déjà, vous voulez avoir un super style comme le mien, mais ensuite, vous allez vous allonger de profil au sol. Votre coude va former un angle de 90 degrés par rapport à votre buste, et vous allez le mettre vers l'avant. Vous allez dégager l'épaule légèrement vers l'avant pour ne pas l'écraser, pour pas que ça vous fasse mal, et vous allez appuyer avec votre main opposée sur l'avant-bras. Ne pressez pas sur la main, sinon vous allez agir sur le poignet et non sur le coude. Et du coup, le fait de mettre de la pression sur le coude, ça va étirer la coiffe des rotateurs. Donc vous pouvez le faire en passif comme je le faisais avant, ou vous pouvez le faire en contracté relâché comme vous voyez actuellement. Donc là, je vais presser 1, 2, 3, 4 et relâcher. Donc en fait, à chaque fois, je résiste contre ma propre pression pendant 3-4 secondes avant de relâcher. Par contre, je vous conseille plutôt de faire l'exercice en passif plutôt qu'en contracté relâché. J'ai eu plus de sensations. Le contracté relâché, ça va être sur l'exercice d'après. Et vous allez avoir recours au cross body stretch que je vais aussi expliquer maintenant. Donc, concernant le cross body stretch, vous allez vous allonger sur le dos, de préférence les pieds à plat, donc avec les genoux fléchis, et vous allez mettre une sangle ou un élastique autour du bras juste avant le coude. Et à partir de là, donc la première chose, en fait, ça va être de plaquer les omoplates au sol. Parce qu'en fait, si vous ne plaquez pas les omoplates au sol, vous allez étirer davantage le rhomboïde, parce qu'en fait, c'est l'omoplate qui va s'étirer de la colonne vertébrale plutôt que la coiffe des rotateurs. Du coup, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Vous pouvez essayer d'étirer de manière passive, mais je trouve que c'est plus dur. Et donc là, en fait, ce que je vous recommande, c'est de le faire en contracté relâché. Là, comme je le fais, donc là, je maintiens pendant quelques secondes, et je vais relâcher à présent. Et c'est là où je trouve que cet exercice prend tout son intérêt et devient super intéressant. Parce qu'en fait, dès qu'on le fait de manière soutenue, de manière passive, sur un temps donné, par exemple 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes ou 1 minute, c'est super dur de maintenir l'omoplate aussi stable et d'être propre du coup dans son mouvement. Donc je vous conseille de le faire plutôt en contracté relâché sur des résistances de 5 à 6 secondes. Donc la problématique de l'omoplate, elle est assez complexe. En fait, votre omoplate, en tant que sportif de lancer, soit elle n'est pas assez mobile et donc elle ne bouge pas assez, soit les muscles qui doivent la faire bouger sont tellement faibles qu'ils ne la stabilisent pas assez. Du coup, le but de ces exercices, ça va être de faire des exercices où on va faire bouger l'omoplate pour résoudre ces deux problèmes. Du coup, je me suis aperçu qu'il y avait des termes que je devais expliquer, sinon la suite de l'explication des exercices n'allait pas être claire. Donc pour la première fois de l'histoire de ma chaîne, je vais montrer mon corps torse nu. Et du coup, le but va être de vous expliquer les différents mouvements de l'épaule pour que vous sachiez de quoi je parle. Donc dans un premier temps, là, je fais une abduction du bras. Donc en fait, le bras s'écarte et c'est la coiffe des rotateurs qui est mobilisée. Suite à ça, je vais faire bosser l'omoplate. Donc là, c'est le rhomboïde et le trapèze inférieur qui bossent en synergie pour faire une adduction de l'omoplate.
Et enfin, les deux vont travailler ensemble, donc une adduction du bras et une adduction de l'omoplate pour que tous ces muscles travaillent ensemble. Donc la coiffe des rotateurs, le trapèze inférieur et les rhomboïdes. Et du coup, on va renforcer le grand dentelé et le trapèze inférieur. Pour muscler le trapèze inférieur, on va avoir recours à 4 exercices décrits dans le livre. Premièrement, le robbery ou le W. Donc, pour le W, vous allez prendre une bande très légère. Donc là, c'est la bande XS de Decathlon, la bleue ciel. Et du coup, vous allez mettre beaucoup d'écart entre vos deux mains et prendre l'élastique en pronation. Donc pronation, on rappelle, c'est les mains, la paume de main qui est vers le sol parce que je prends. Et à partir de là, je vais faire une rotation externe de l'épaule avec les coudes qui sont toujours fléchis à plus que 90 degrés. Donc je tends les deux bras devant moi, donc vers la fixation, et je réfléchis vers l'arrière en contractant les omoplates l'un contre l'autre. Vous allez voir, le geste semble assez réduit en termes d'amplitude, mais c'est vraiment très vite efficace et on sent très rapidement les trapèzes. Par la suite, du coup, si vous n'avez pas de fixation, il est également possible de faire une version sans fixation, mais je trouve que c'est beaucoup moins agréable et je vous recommande vraiment la version avec la fixation basse, car je trouve que ça vise beaucoup moins bien les trapèzes inférieurs. Le lawnmower, donc le tirage de tondeuse. Donc pour le tirage à la tondeuse, vous allez avancer le pied opposé à la main qui tient la poignée. La fixation va être basse, beaucoup plus basse que pour un tirage horizontal, et la résistance n'a pas besoin d'être aussi importante que pour un tirage horizontal. Là, je m'explique. En fait, l'intérêt, c'est que sur la rotation de l'épaule, lorsque vous allez tendre le coude, vous allez faire une abduction de l'omoplate qui va s'éloigner de la colonne vertébrale, et vous allez tirer très haut à l'opposé de la fixation basse, pour faire une adduction de l'omoplate, donc l'omoplate va se rapprocher de la colonne vertébrale. Et c'est ce travail qui va aller renforcer tous les muscles stabilisateurs de l'omoplate, et notamment le trapèze inférieur. Et je n'avais jamais fait en fait cet exercice avant cette session que j'ai faite pour la vidéo, et j'ai été surpris de voir à quel point ça sollicite tous ces muscles autour de l'omoplate que je ne sens pas habituellement. La rétractation de l'omoplate en reculant dans une contraction isométrique. Alors, c'est marrant, vous avez vu là au début, je tente l'exercice avec une bande M et ensuite je vais passer avec une bande S. On est ici sur un exercice isométrique, donc en fait le but c'est de garder l'épaule en arrière, de garder une adduction de l'omoplate pendant que je me déplace. Donc plus je me déplace, plus cette résistance va être importante et plus ça va être difficile. Du coup, je trouve que cet exercice n'a pas grand intérêt une fois que vous avez commencé à avancer dans votre processus de rééducation. Par contre, au début, si vous avez une épaule douloureuse ou si c'est difficile, c'est intéressant. Et d'autant plus, je pense que ça peut être intéressant à tenter à l'occasion, parce que personnellement, je pensais que ça n'allait pas être fou, et en fait, le fait de maintenir cette épaule dans l'espace arrière, ça m'a donné quelques sensations. Donc, à voir, c'est pas le meilleur exercice, mais c'est sympa à tester. Le double autostoppeur avec une mini bande élastique en rétractant les omoplates. Alors, cet exercice est super dur. Premièrement, en fait, il faut une assise parfaite. C'est-à-dire que là, je suis debout, donc j'ai les genoux tendus, les fesses serrées et la sangle abdominale serrée. Il y a même le menton qui doit être fixé par un regard au loin. En fait, vous allez voir, il y a plusieurs fois où je vais bouger le menton parce que c'est tellement dur que j'essaye de compenser par tout ce que je peux, et notamment par bouger la tête et le trapèze. Du coup, vous allez avoir les mains en supination, donc les paumes vers le ciel, et vous allez essayer de faire une double rotation externe en écartelant la mini-bande. Donc cet exercice, il se fait en faisant une double adduction de les omoplates à la fin. Donc à la fin, en fait, les omoplates vont se rapprocher de manière simultanée de la colonne vertébrale. Et comme vous pouvez le voir, avec ma mini-bande la plus faible, l'exercice est déjà super dur et du coup super intéressant. Je peux vous dire qu'après, j'ai bien senti mes trapèzes inférieurs. Ensuite, pour renforcer le grand dentelé, on a accès à deux exercices qui sont le serratus punch, donc le punch du grand dentelé. Donc le serratus punch se fait avec une fixation qui est attachée à hauteur d'épaule. À partir de là, votre coude et votre poignet sont complètement en extension, et vous allez bouger seulement l'épaule qui va aller d'avant en arrière par une adduction et une abduction d'omoplate. Donc vous avez vu, dans un premier temps, j'ai mis la bande sous mon bras, et en fait, je vais changer à ce moment-là,
parce que j'étais pas du tout à l'aise. Et du coup, j'ai eu de meilleures sensations en le mettant au-dessus du bras. Et du coup, là, la poignée, si vous pouvez le voir, elle est pile dans l'axe de la fixation. Et là, c'est beaucoup plus agréable. Et je pense et je trouve que j'ai une meilleure amplitude à partir de là. Donc en fait, et vous avez vu aussi, donc j'ai le pied opposé au bras qui est devant pour avoir une meilleure assise possible et un meilleur équilibre possible. Et les pompes pour le grand dentelé. On passe ensuite aux pompes pour le grand dentelé. Donc j'utilise des poignets parce que j'ai un peu les poignets en miettes. Et quoi qu'il en soit, vous avez vu, mes coudes sont parfaitement tendus, donc ça je suis assez content. J'ai un alignement tête, bassin, pied. Et à partir de là, en fait, mon corps va descendre juste grâce à l'adduction et à l'abduction des omoplates. C'est assez intéressant, j'ai des mouvements parasites avec le menton et le cou, comme vous pouvez le voir. Mais dans l'ensemble, je le trouve assez propre. Voilà, donc on descend et on remonte. Et si du coup vous êtes en galère, vous vous mettez en genoux et vous faites le même travail. Genre en l'occurrence, pour moi, je pense que c'est mieux parce que je trouve que j'ai une meilleure exécution et j'ai un meilleur mouvement en me mettant en genoux que lorsque j'étais sur une position de pompe normale. Donc, pour la coiffe des rotateurs, on va avoir recours à plusieurs exercices. Donc déjà, il y a l'autostoppeur ou ce qu'on appelle le L que l'on va décliner dans 3 angles différents. Donc en autostoppeur. Donc vous avez vu, j'ai un ancrage parfait avec les pieds écartés, les genoux tendus, les fesses serrées, le gainage engagé au niveau de la sangle abdominale et un menton haut. J'ai mis un petit coussin sous mon bras pour ne pas être tenté de tricher avec l'omoplate. Donc là, il n'y a que la coiffe des rotateurs qui bosse et j'ai le coude fléchi à 90 degrés. Là, je vais montrer maintenant sans le petit coussin. Moi, je préfère. J'ai une meilleure sensation au niveau de l'arrière de l'épaule. Donc là, vous avez vu, mon bras ne bouge pas. Je l'ai parfaitement gainé. Et du coup, il n'y a que l'avant-bras qui se déplace sur une rotation externe. Et du coup, j'adore cet exercice pour la coiffe des rotateurs. C'est vraiment l'un de mes préférés. Voilà, vous avez vu, là, je suis déjà en galère et c'est horrible. Devant. Vient ensuite le L face à la fixation. Donc là, vous avez vu, j'avais un souci dans un premier temps de hauteur du coude. Donc là, j'ai mis le coude bien au niveau de l'épaule. Voilà, maintenant. Et là, tout de suite, on va taper beaucoup plus fort dans la coiffe des rotateurs. Donc comme d'hab, on veut un gainage parfait des pieds à la tête. On veut que le coude soit à la hauteur des épaules. Et j'opère une rotation externe pour aller taper la coiffe des rotateurs en arrière. Et sur le côté. On fait appel au 3e angle sur l'autostoppeur. Donc je suis de profil par rapport à la fixation qui est toujours haute au niveau du buste. Là, j'ai galéré. Je trouve que mon geste n'est pas propre, mon coude bouge beaucoup. Mais bref, on obtient toujours les mêmes principes. Ancrage au niveau des pieds, genoux, fesses, sangle abdominale et le menton haut. Et j'essaye de faire une rotation externe la plus propre possible sans faire bouger le coude, ce que je faillis à faire ici. Ensuite, il y a le tirage moto en supination. Donc le tirage moto en supination. J'ai un pied avant, un pied arrière pour faire contrepoids par rapport à la fixation qui est haute. J'ai les mains en supination, donc paume vers le ciel. Les bras sont parfaitement tendus et du coup, je vais tirer avec l'arrière des épaules. En réalité, je trouve que l'arrière des épaules ne bosse pas beaucoup ici, donc je ne classifierai pas cet exercice comme une coiffe des rotateurs. Par contre, je sens beaucoup le petit rond et le grand rond, ce qui est aussi intéressant pour une bonne santé de l'épaule. Le T en supination. Pour cet exercice, vous allez vouloir mettre un pied en avant, un pied en arrière, prendre une bande dans chaque main en supination, donc paume vers le ciel, les coudes tendus, et effectuer 2 rotations externes de manière simultanée. On respecte évidemment tous les critères du gainage pour bien isoler la coiffe des rotateurs, et c'est là que c'est intéressant. En fait, si vous voulez isoler la coiffe des rotateurs, vous ne devez pas bouger les omoplates. Au contraire, si vous voulez aussi mobiliser les omoplates, vous pouvez faire cette rotation externe donc, qui va mobiliser la coiffe des rotateurs, et arriver au bout, vous engagez les omoplates pour aller stimuler les rhomboïdes et le trapèze inférieur. Le tirage haut en pronation. Donc là, on est sur le tirage horizontal en pronation. Ça peut être un exercice qui peut être soit pour la coiffe des rotateurs, soit pour la mobilité de l'omoplate. Je m'explique. En fait, soit je ne bouge pas du tout mon omoplate et du coup je vais plus sortir le deltoïde postérieur et la coiffe des rotateurs, soit à la fin je fais une adduction des omoplates et là je vais plus sentir les trapèzes inférieurs et les rhomboïdes. Donc c'est à vous de le faire et du coup vous pouvez utiliser cet exercice pour travailler ces 2 zones. Et enfin un travail d'antépulsion de l'épaule avec une mini bande.
Et le dernier exercice démontré, donc c'est le travail à la mini-bande. Donc en fait, je fais une élévation frontale avec les coudes à 90 degrés. Je tends les bras vers le ciel et je reviens en position initiale. Donc cet exercice, il est sympa si vous avez les épaules douloureuses et que vous avez besoin d'un exercice facile, mais c'est pas mon exercice le préféré. Mon exercice préféré, c'est celui-là. Vous avez le nez au sol, allongé contre le sol. Et du coup, vous allez lever, décoller les bras du sol, écarter, revenir en position initiale. Et c'est horrible. Vous sentez trop bien la coiffe des rotateurs. C'est un super exercice. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je vais intégrer. Vous voyez là, je suis raide. Donc super exercice, je vous le conseille. Donc maintenant que vous savez tout ça, il faut mettre en place un programme. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette dernière partie. Donc ces exercices, ils peuvent être intimidants. Donc en fait, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes perdu, vous n'allez pas les faire. Ils peuvent ne pas être fun. Donc en fait, malgré le fait qu'ils vont vous prendre 10-15 minutes, vous allez toujours trouver quelque chose de plus intéressant à faire. Et enfin, votre douleur n'est pas assez forte. Demain, si vous avez une lombalgie, si vous avez mal au lombaire, vous allez gueuler, vous allez souffrir et vous allez être prêt à payer n'importe qui et à faire n'importe quoi pour vous en débarrasser. La douleur de l'épaule, comme je l'ai expliqué plus tôt, elle est plus pernicieuse, elle s'installe dans le temps, elle vous fait un peu mal tout le temps, mais elle ne vous fait pas extrêmement mal. Et de ce fait, en fait, vous n'allez pas sentir l'urgence et vous allez entretenir l'espoir qu'elle disparaisse juste par le repos. Et du coup, tout ça, ça ne vous motive pas à faire les exercices. Du coup, c'est pour ça que je vous conseille deux manières. Soit, vous avez besoin de fun, et du coup, je vous conseille en fait de faire un exercice d'étirement que j'ai expliqué plus tôt, un exercice de stabilisation de l'omoplate, un exercice de la coiffe des rotateurs. Et vous changez à chaque fois. Soit vous êtes perdu, et du coup vous voulez suivre bêtement un truc, et là, c'est ce que je vais vous proposer. Donc dans les deux cas, restez ici. Je vais mettre un programme ici qu'on va remplir, et vous n'allez plus qu'à le suivre. Et voici le protocole pour le programme. Donc idéalement, vous voulez le faire 5 fois par semaine, mais évidemment, vous le faites autant de fois que vous le pouvez. Je pense qu'il faudrait un minimum de 3-4 fois par semaine pour qu'il y ait une adaptation, mais après, toujours vaut mieux un petit peu que rien du tout. Suite à cela, concernant les étirements, vous les faites si vous n'avez pas rempli les conditions que nous avons expliquées plus tôt. Donc rappel, la rotation externe plus la rotation interne. S'il y a un déficit sur le bras tireur de 5 à 10 degrés par rapport au bras non tireur, vous faites ces étirements pour récupérer l'amplitude perdue. Et donc il y a deux étirements, le slipper stretch et le cross body stretch, que vous allez alterner à chaque séance. Le slipper stretch, comme on l'a dit, vous voulez le faire principalement en étirement passif. Le cross body stretch, vous voulez le faire en contracté relâché. Suite à ça, je vous ai mis à chaque fois un exercice d'omoplate et un exercice pour la coiffe des rotateurs. Pour cela, vous allez faire 4 à 6 séries de 15 à 25 répétitions. Et entre chaque série, vous prenez environ une minute de repos. Pareil, donc là, je vous responsabilise un peu sur le nombre de séries, sur le nombre de répétitions, même sur la minute de repos. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire moins. Histoire que vous soyez maître et autonome de votre entraînement. Et que du coup, vous fassiez quand même des choix par rapport à ce qui marche et ce qui ne marche pas. Sachant tout cela, je vous ai préparé 6 séances qui vont vous permettre d'explorer tous les exercices que je vous ai présentés et qui vont vous donner donc un aperçu global. Suite à cela, je répète, vous choisissez ce qui vous fait du bien ou pas, ce qui vous fait plaisir ou pas, ce qui vous amuse ou pas. Mais je veux toujours un travail de l'omoplate, un travail de la coiffe des rotateurs. On commence. Séance 1, vous faites le slipper stretch, le double autostopper à la mini-bande, l'autostopper classique. Séance 2, le crossbody stretch, le serratus punch, le tirage moto en supination. Séance 3, le slipper stretch, la marche arrière en contraction isométrique, l'autostopper frontal. Séance 4, le crossbody stretch, le tirage à la tondeuse, l'antépulsion à la mini-bande. Séance 5, le slipper stretch, les pompes du grand dentelé, l'autostopper latéral. Séance 6, le crossbody stretch, le W ou appelé le robbery, et enfin le T en supination. Voilà, donc c'est tout pour le programme.
Gardez en tête, il faut que les progrès soient relativement rapides. Si vous faites ça pendant 2, 3 semaines, 4 semaines et que vous n'avez pas de résultat, c'est que le problème est ailleurs, c'est que ce que j'ai dit, c'est de la merde et que du coup, vous devez aller continuer à chercher une solution, mais continuer à le chercher, mais aller chercher ailleurs. Deuxièmement, si vous continuez ce sport de lancer, mais peut-être que vous avez trop abîmé votre épaule, il vous faudra que ces exercices rentrent dans votre hygiène personnelle. C'est-à-dire que vous pouvez le faire de temps en temps au repos, vous pouvez et vous devez le faire avant les entraînements et avant le match, et, euh, et vous devez le faire de manière intelligente. C'est-à-dire que je vois trop souvent des joueurs qui font les gestes bêtement, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser toute la chaîne postérieure avec les érecteurs spinaux, les lombaires et tout ça. Vous devez essayer de conscientiser votre corps, voir quand est-ce que vous sentez les muscles dont on parle, pour que, en fait, ce soit plus efficace tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao. C'est complexe. Complexe. Je sais pas si c'est bon.